Je vais vous présenter ici un travail qui date maintenant de 2005. Il faut savoir que ce travail, je l'ai fait aussi dans le cadre militaire. C'était fait au début, et c'est fait toujours d'ailleurs, dans le cadre d'une convention avec le système de santé, service de santé des armées. Alors en particulier ici, on va aborder le problème de la surveillance pour la précoce, vous montrer un petit peu les orogénéités d'un tel système. D'abord le contexte. Le contexte, d'abord, recadrer ce qu'est la surveillance. D'une façon générale, la surveillance, pour bien retenir, c'est quelque chose qui est systématique. C'est le recueil et l'analyse systématique au fil du temps d'une information que l'on va aller interpréter et utiliser. Que l'on ne fait pas une surveillance pour rien, simplement de voir des chiffres. On surveille pour agir. Et pour agir de quelle façon? Bien pour agir de façon, dans le cas de santé publique par exemple, pour modifier les pratiques, pour faire du retour de terrain, pour identifier des axes de recherche, évidemment, pour identifier la présence ou l'émergence d'épidémies. Ça c'est la définition globale qu'a donnée Sackler du CDC. C'est sa deuxième version, celle de 1994, qui est beaucoup plus complète. En réalité, la surveillance est donc un cycle de renseignement, et on retrouve bien derrière cette notion de cycle de renseignement de la surveillance. Vous voyez que tout démarre par la notion d'événements épidémiologiques, événements de santé publique, qui existent dans la population se trouve ici. Vous voyez que les trois étapes de base, qui sont donc la part d'événements, recueil, analyse, réponse. Et c'est toujours un cycle qui existe, qui est permanent et tout repose là-dessus. Collecte de l'information, quelle qu'elle soit, que ce soit une information clinique, soit une information de laboratoire, peu importe, mais surtout derrière une phase d'analyse qui est d'abord l'analyse brutale du signal, la possibilité de l'associer à quelque chose, à un phénomène sous-jacent, après confirmation, consolidation, on observe, parce que de consolidation. Puis ensuite, on surveille, on analyse pour communiquer, on présente l'information, on la prépare, avant de pouvoir l'utiliser pour allouer des réponses, pour construire la réponse qui est sous-jacente. Cette réponse doit se faire au niveau théâtre d'opération, modifiant par là même le phénomène que est en train d'observer. Oui, c'est vraiment un cycle du renseignement et d'action qui est derrière. Ça, c'est le concept de base. Il faut savoir que maintenant, de plus en plus, il y a un autre concept sous-jacent qui émerge, c'est le concept de biosurveillance. Biosurveillance qui est née il n'y a pas longtemps. Sa définition en 2006. Il faut savoir biosurveillance, chose qui est sortie en 2004-2005. De quoi s'agit-il? Eh bien, d'avoir une notion de surveillance, mais beaucoup plus large. Il ne s'agit pas simplement de surveiller un événement sur une population, mais de surveiller tout ce qui est santé dans toute sa dimension. Donc, c'est globalement ici, par le biosurveillance, quand on parle d'un processus qui détecte les mêmes sources de maladies chez les gens, chez les plantes, chez les animaux globalement, de façon à les caractériser, de façon à la remettre dans un tout, qui est tout l'écosystème sanitaire de la population humaine. Pour ceux qui connaissent ce genre de système, c'est ainsi que l'on peut y rattacher, en plus au sens traditionnel, la veille épidémiologique, telle qu'on l'a fait pour nous avec Edison. Toute cette information environnementale. Et tout ce que l'on fait actuellement, de plus en plus, a tendance à voir la santé comme un tout. La santé humaine, à un endroit donné, n'est pas isolée, est influencée non seulement dans l'environnement local, ce qui se passe localement, mais ce qui se passe aussi dans les autres pays, population humaine des autres pays, ou population animale des autres pays, voire situation environnementale, climatique aussi autour. Tout cela est complètement fusionné dans le cadre de cette notion de biosurveillance. Et de fait, on identifie comme ça une espèce de continuum. Si on s'intéresse plus à l'humain, on oublie un peu l'aspect veto, malgré les anthroposes, eh bien on identifie cette notion de continuum de la biosurveillance. C'est un schéma qu'on a mis au point. En fait, si on prend l'axe du temps, ça c'est l'individu et quelque part là-dessus l'axe du temps. Là, ça c'est l'évolution dans le temps de l'épidémie, de la maladie déterminante. Et on voit à chaque niveau le genre d'événements qui existent, le genre de façon pour la maladie de se traduire, d'être présente dans l'environnement.
Ça commence simplement par la perception possible de ces déterminants environnementaux, par le remote sensing satellitaire, par le rançon médical, la veille sanitaire, comme l'appellation standard en France. Et puis ensuite, tous les éléments déterminants. Si cette maladie est transmission vectorielle, on s'intéressera à l'index entomologique, on s'intéressera aux indicateurs sociaux derrière. On pourra aussi, après, sur les traces d'exposition, s'intéresser aux marqueurs biologiques, pour tout ce qui est asymptomatique. Et puis ensuite, plus on avance, et plus on va vers la clinique, jusqu'à arriver au diagnostic clinique, en passant par le comportement de l'individu. Ici, c'est très amusant, parce que l'on peut aussi prendre en compte le comportement de l'individu ici, actuellement en France ou en Europe face à Internet. Je suis malade, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir un peu d'abord, maintenant ça existe, voir sur Internet comment je peux m'en sortir, avant d'aller consulter. Ou alors, carrément, ce sont les premiers comptes, la consommation, dans le cadre des consommations médicamenteuses hors consultation, on va surveiller la vente au comptoir de médicaments. C'est ce qui fait par exemple la New York City, la ville de New York, où on peut ensuite voir tout ce qui peut se faire à partir du premier contact du patient avec la chaîne médicale. Toute cette partie-là, vous voyez qu'ici, en fait, vous avez une grosse partie ici qui est liée au diagnostic, et toute une partie qui est liée à tout ce qui se passe avant le diagnostic. Eh bien, cette partie-là, c'est tout ce qui est là, qu'on appelle la surveillance syndromique. C'est-à-dire tout ce qui se fait sur la présence de signes et symptômes sur la population. Attention, il y a bien en tête les deux éléments. Une population est faite d'individus. Si on se focalise sur un individu, une surveillance syndromique sera la surveillance de tout ce que le patient peut présenter avant que l'étiquette qu'on ait un diagnostic sur ce qu'il a. Donc en fait, les signes et symptômes qu'il va présenter. Mais vu sur une population, c'est tous les signes et symptômes de maladie dans la population, tout ce qui n'est pas diagnostique. Donc ça peut aller depuis, encore une fois, cette notion de consommation d'Internet, jusqu'à l'absentéisme scolaire, jusqu'à la consommation de médicaments. La médecine ne sait pas ce qu'il y a comme pathologie, comme maladie, on ne sait pas de quelle maladie il s'agit. Mais il se trouve par exemple que dans telle pharmacie, dans telle ville, on a un pic de consommation d'antidiarrhéiques. Ça peut être intéressant quand même. Donc c'est tous ces éléments que l'on appelle la surveillance syndromique et qui pour nous est la cible de ce qui nous intéresse, l'alerte précoce. Alors qu'est-ce que la surveillance syndromique? Voilà, elle a été codifiée. Dans notre groupe européen de réflexion, donc, on a mis une définition qui maintenant commence à faire vraiment école, c'est celle-ci. La surveillance syndromique, c'est la surveillance en temps réel ou quasi temps réel qui consiste à collecter, analyser, interpréter et communiquer autour de pathologies avant la phase de diagnostic, et que ce soit chez nous de façon large, chez l'homme ou chez l'animal. Voilà le contexte. Maintenant, là-dessus, revenons à ma préoccupation principale, c'est celle-ci. Quelle était la mission initiale à laquelle j'ai dû répondre quand j'ai fait ce travail de recherche? C'est dans le cadre du post-septembre 2001, après les attaques et après les gros problèmes de charbon qui étaient liés à autre chose, mais qui ont été mis dans le contexte global de l'époque, eh bien, l'OTAN a repris le bébé et s'est dit, bon, attendez, on a des soucis, des problèmes d'armes de destruction massive, on se rend compte que ce sera dans l'avenir un souci de plus en plus gros, il faut donc que l'on mette au point un système de surveillance pour l'alerte précoce, qui soit interopérable, c'est-à-dire qu'il puisse être utilisé dans un déploiement interallié. Le point important, c'était alerte précoce, parce qu'il fallait réagir rapidement, évidemment, avant que l'agent pathogène ait mis tout le déploiement au tapis. Cette demande de l'OTAN en 2002 a été reprise en France en 2003-2004 pour constituer ce que l'on appelle un objectif d'état-major, c'est-à-dire un ordre d'armement que donne l'état-major. Et pour petite histoire, c'était le premier objectif d'état-major du service de santé des armées, qui était de dire, bon écoutez, maintenant vous allez me construire un armement particulier qui consiste à avoir un système de surveillance précoce. Un type de d'état-major, par exemple, c'est dire on veut un porte-avions nucléaire ou on veut un blindé qui puisse tirer en haut. Voilà le titre de niveau après la demande. Et nous, on a rebondi là-dessus et sur le financement associé. Alors, l'armée avait certes des jeunes de surveillance qui fonctionnent en routine.
surveillance traditionnelle, elle répond à l'objectif ministériel. Son objectif, il est traditionnel, on reprend, on décline ce qui a été vu dans le récit, l'alerte, l'impact, l'identification, l'évaluation, la recherche. C'est les objectifs de base de la surveillance. Elle marche sur une notion de maladie et déclaration obligatoire. On est sélectif sur les maladies, mais on est exhaustif sur la population. Et puis, derrière, il y a toute une procédure qui est déclinée. Ça part par la déclaration spontanée, ce qu'on appelle le message d'alerte. J'ai observé ceci, je passe l'information à l'hiérarchie, jusqu'à le plus traditionnel, qui est le message épidémique hebdomadaire, c'est-à-dire que toutes les semaines, les médecins des unités envoient le nombre de cas qu'ils ont eus concernant une liste de 62 maladies à déclaration obligatoire. Cette donnée sont analysées, et pour certaines d'entre elles, les médecins doivent renvoyer derrière des fiches complémentaires permettant de spécifier dans quel contexte ce cas est apparu, ou si la personne a été vaccinée ou non, etc. etc. Et en plus, on a des investigations qui sont prévues. Ça, c'est bien, ça marche très bien, il n'y a pas de souci, mais c'est là, toutes les semaines. C'est pas l'alerte précoce, je suis désolé, c'est pas l'alerte précoce. La transmission est hebdomadaire, alors n'en parlons pas, l'exploitation étant manuelle derrière, bon, c'est automatique, c'est-à-dire manuel au sens, on lance un programme, il faut le lancer manuellement, il n'y a pas de routine automatique qui fonctionne. Il faut analyser ça. Donc globalement, si quelqu'un est tombé malade le lundi, son cas sera expédié le lundi suivant, et puis ce sera pris en compte, sera analysé et publié le mardi ou le mercredi. C'est pas terrible. Hors les messages d'alerte. Et puis le problème, c'est sur le critère d'inclusion biologique. Donc généralement, une dingue, il faut que ça confirme, donc il faut le retour du laboratoire. Alors lundi, il faut attendre, si le laboratoire n'est pas apporté, si on n'a pas l'outil, on a un délai qui se grève derrière. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait jusqu'à 2 semaines de délai entre les premiers signes d'épidémie et puis sa détection réelle. Donc ça ne correspond pas aux besoins de l'alerte précoce, ça ne correspond pas aux besoins de réponse immédiate. Et puis en plus, c'est un système scotomateux, c'est-à-dire qu'on est axé sur des maladies de déclaration obligatoire. Si j'ose se passe en dehors et sous surveillance, on ne voit rien. À part le message d'alerte, il faut encore que le médecin soit suffisamment alerte au point de vue éveillé au niveau clinique pour sentir quelque chose de ce qui se passe. Non. Donc concrètement, il y avait un besoin de cette complémentaire. Là, on voit sur les extensions, enfin la proposition sur le charbon de ce qui pouvait être fait, on voit que si on attend le 5e jour, on avait plus que 17% des gens qui restaient indemnes, et on voyait bien le gain qu'on pouvait avoir à mettre en place une prévention le plus tôt possible. Là, je convainc des gens déjà convaincus, mais on voit bien l'intérêt d'une surveillance précoce. De quoi s'agit-il? D'où les objectifs du système, qui sont les suivants. Il s'agissait donc réellement de construire un système de surveillance biologique pour être précoce. Le moins important, c'est alerte précoce. Mais population particulière, c'est des forces déployées qui doivent porter aussi bien sur des menaces intentionnelles que naturelles, en se disant que si le système marche pour le naturel, a priori, on pourra tester comme ça, ça devrait marcher pour l'agressif. De toute façon, le naturel représente la majeure partie des problèmes, Dieu merci, et l'intentionnel est rare. Ça doit permettre d'agir, de proposer des moyens d'agir, et puis c'est censé avoir d'autres contraintes. Utiliser tout le système dossier patient électronique pour ne pas avoir de saisie dédiée, si on pouvait faire. Et puis l'objectif, c'est préserver le système opérationnel, rentrer dans une activité de command control, c'est-à-dire cette boucle, acquisition, analyse, réponse et application de la réponse. Tout ça, cette boucle de command control, et puis ça doit être utilisable en contexte interallié. Mais derrière, du fait, ça existe surveillance précoce dans le civil, mais dans le contexte militaire avec des particularités. Et elles sont là, c'est ça le problème. D'une part, c'est un théâtre d'opération, c'est-à-dire des gens qui sont à un endroit où ils n'ont pas l'habitude d'être. Vous prenez des Français, vous mettez en Afghanistan. Les Français, vous les mettez au Congo, au Gabon. Vous les mettez au Tchad, au Sénégal. Donc, ce n'est pas l'endroit habituel. Déjà et d'une. Donc, des pathologies pour lesquelles ils n'ont pas de construction immunitaire naturelle. Ensuite, dans vos propositions change. Mesure des rotations tous les 4 mois habituellement, 6 mois en Afghanistan, ça tourne. Donc ça veut dire que des gens construisent l'immunité, puis hop, du jour au lendemain, on balance des gens qui sont naïfs unitairement.